Buenos Aires évoque le tango, le football, la meilleure viande du monde, mais surtout un mélange d'élégance européenne, teinté de fougue sud-américaine. Tandis que le nom d'Evita évoque une certaine époque où la grandeur de la ville rayonnait dans le monde entier. Mais au fond, à l'étranger, peu nombreux sont ceux qui connaissent vraiment Buenos Aires, au-delà des images de cartes postales. Alors, allons découvrir cette ville qui regorge de surprises et de bonne humeur. La ville de Buenos Aires, capitale et centre économique de l'Argentine, a incarné l'émergence de ce pays entre la fin du XVIIIe et le milieu du XXe siècle. La beauté et la grandeur de certains bâtiments témoignent encore de cette époque. Deux fois plus grande que Paris, on ne termine jamais de visiter et découvrir les 1000 facettes de cette ville. La diversité de son architecture témoigne de toutes les influences qui ont fait l'Argentine. La Casa Rosada, la Maison Rose, c'est d'ici que gouverne le président de la République argentine. Elle est située sur la place du 25 mai, qui est un site fondateur pour Buenos Aires et la nation, puisque c'est au Cabildo, situé à l'opposé de la Maison Rose, que les révolutionnaires profitèrent de la déroute du roi d'Espagne contre Napoléon pour obtenir l'indépendance et écrire la constitution des provinces du Rio de la Plata. Il fut construit en 1610, une première fois, puis en 1711 une seconde fois de manière plus solide. La Casa Rosada a commencé sa construction en 1873. L'accès principal donne sur un somptueux patio appelé hall d'honneur. La galerie des bustes, tout en marbre, longe le patio jusqu'à la seconde entrée de la Casa Rosada. Il est de tradition de sculpter le buste des présidents à l'issue de leur mandat. L'escalier de style français mène à l'étage supérieur où les salons se succèdent. De tous, le salon blanc est le plus remarquable, avec son lustre central qui pèse 1250 kg et ses 192 lampes. C'est ici que le président donne ses conférences de presse, diffusées dans tout le pays. Le couple le plus emblématique d'Argentine, Juan et Eva Perón, sont exposés devant le salon Eva Perón. C'est d'ici qu'elle a rejoint le fameux balcon d'où elle s'est adressée à une population conquise par sa passion. Son portrait reste à jamais gravé sur l'avenue la plus large d'Amérique du Sud, la Nueve de Julio. Et comme l'Argentine n'oublie jamais ses idoles, la visite se termine en admirant les portraits de Carlos Gardel, illustre chanteur de tango, Fangio, 5 fois champion du monde de Formule 1, Mafalda, personnage de bande dessinée, et bien sûr Maradona, fierté incontestable du football national. Autre bâtiment emblématique de la Plaza de Macho, la cathédrale métropolitaine. Dénuée de flèches, elle a tout d'un temple grec, alors que l'intérieur fait cohabiter style baroque et roman. Cerner cet édifice est impossible, d'autant qu'on peut aussi percevoir un parfum colonial espagnol indéniable. Elle doit cette originalité aux multiples architectes qui se sont succédés durant presque 200 ans. Ce n'est qu'au XXe siècle que la cathédrale métropolitaine a été considérée comme achevée.
Elle abrite le mausolée du héros libérateur de la nation, le général San Martín, que les gardes de la République protègent et honorent. Après avoir apprécié les délices architecturaux du centre de la ville, San Telmo est généralement le point de départ pour profiter de la diversité des quartiers de la ville. Il est le plus petit, mais aussi le plus connu grâce au caractère typique de ses façades d'époque et son marché aux puces du dimanche. La rue Defensa déroule un parterre de vendeurs ambulants sur plusieurs kilomètres qui proposent de l'artisanat régional et des antiquités. Déjà, le tango domine à tout instant, chez les plus jeunes jusqu'aux plus âgés. J'ai 80 ans. Le berceau du tango, c'est ici, à San Telmo. L'ambiance y est toujours chaleureuse. Tous les 300 mètres, un spectacle nouveau s'offre aux yeux des flâneurs. Le vieux marché couvert, construit en 1897, fonctionne aussi bien pour les produits frais que les restaurants ou les commerces. Le quartier regorge d'anciennes maisons dissimulées qui accueillaient les familles d'immigrants. Elles ont été reconverties en de somptueuses galeries commerciales. C'est le quartier le mieux conservé de la ville. Il doit son nom à l'église de San Pedro Telmo, construite par l'ordre des Jésuites en 1734, avant qu'il soit expulsé du pays par le roi d'Espagne. L'Argentine est née à 400 mètres d'ici, sur le Rio de la Plata. D'ici sont partis les premiers pirates. Des flots d'Européens débarquèrent par vagues successives, avec les Espagnols en premier et les Italiens en second. C'est le mélange de ces deux cultures qui aura formé l'identité du porteño, surnom donné aux habitants de la ville. Et c'est aussi pourquoi Buenos Aires est bien la plus européenne des capitales d'Amérique du Sud. Pour ne pas passer à côté de la culture de cette ville, il est impératif de faire un tour là où tout a commencé. La Boca. Ce quartier n'avait rien de touristique, il y a encore peu. Mais il est devenu la preuve que l'excellence d'un seul artiste peut changer le monde grâce à son œuvre. Quinquela Martín est le peintre officiel de la Boca. C'est pratiquement le créateur de la Boca. Une visite du musée qui lui est consacrée s'impose avant de déambuler dans la Boca. Enfant abandonné et recueilli dans un couvent du quartier, Quinquela Martín était passionné de peinture et de couleurs vives. Ses œuvres, exécutées pour la plupart à la spatule, représentent des dockers, travail de ses parents adoptifs, et son quartier qu'il s'est employé à repeindre tel qu'il le rêvait. Avec les restes des différents pots de peinture qui traînaient sur le port, il peignait les murs les uns après les autres, donnant au quartier sa physionomie actuelle. La Boca est un concentré de culture porteño et ses couleurs rayonnent désormais dans le monde entier. Ce quartier est un parfait reflet de l'ingéniosité argentine qui s'est transformée avec talent, une situation difficile à son avantage, avec les moyens du bord. Ici, tout le monde considère Quinquela Martín comme le père et le sauveur de la Boca. Il a fait exploser le quartier en le transformant en un centre touristique incontournable. Bien sûr, c'est aussi le temple du football, avec son fameux club Boca Juniors, où l'âme de Maradona, issue également des quartiers pauvres, plane pour toujours. Jamais, en plus d'un siècle d'existence, le club n'a quitté les sommets de l'élite argentine avec 31 victoires au championnat national. La Bombonera est devenue un stade légendaire, tout comme celui de son éternel rival, le club de River Plate, implanté, lui, dans les quartiers privilégiés.
Contraste typique de la ville de Buenos Aires, à quelques centaines de mètres de là, le quartier de Puerto Madero expose son opulence et une prouesse technique insoupçonnée. Parce que le Rio de la Plata n'était pas assez profond pour pouvoir aborder ses côtes et permettre à la ville de continuer son développement, l'architecte Eduardo Madero s'est vu confier en 1882 la création d'une île artificielle de 350 hectares. Ainsi est né le port de Madero, qui continue aujourd'hui à battre des records, puisque les tours qui y poussent depuis quelques années représentent l'investissement le plus important de l'histoire du pays. C'est de fait le quartier le plus cher, le plus aéré de la ville. Les ponts qui permettent de circuler entre l'île et le continent pivotent, tout comme le dernier en date, El Puente de la Mujer, littéralement le pont de la femme. Construit en 1998, il est devenu l'un des symboles de la ville. La frégate Sarmiento s'associe au Puente de la Mujer pour embellir le canal bordé par d'anciens moulins. La nuit, Puerto Madero révèle un autre visage. Face à la frégate, on vient déguster la fameuse viande grillée argentine, célèbre dans le monde entier. Traditionnellement, elle est cuite à la parrilla, c'est-à-dire au-dessus des braises, sur une grille au design purement local. Le restaurant Las Lilas possède une estancia avec ses propres vaches et est l'endroit idéal pour dévoiler les secrets de la cuisine argentine. Ici, nous mangeons tout dans la vache, la chichuline ou encore la mochera, une glande qui se trouve dans le cou et dans le cœur. Nous les cuisinons au four avec des légumes et du vin pétillant, ce qui permet de les dégraisser. Ensuite, on les dore à la parrilla pour qu'elles soient bien crémeuses. Après, nous avons les saucisses et le boudin, qui sont typiques de l'Argentine. Il y a des morceaux qu'on ne trouve pas en dehors de l'Uruguay et de l'Argentine, comme l'entraña. C'est une partie collée aux côtes avec seulement 2 morceaux par animal. On le cuit juste avec du sel marin. C'est très tendre. Les côtelettes, qu'on appelle l'asado, apportent à la cuisson beaucoup de goût. Nous servons des morceaux entre 350 et 400 grammes et d'autres qui sont à partager et qui font entre 650 et 700 grammes. Jusqu'à cette côte de bœuf spéciale qui pèse 1,1 kg. Nous laissons la viande reposer 21 jours en chambre froide. La maturation l'enrichit en goût et lui apporte sa tendresse. Grâce à ce délai, le goût évolue et s'intensifie. Quel que soit le morceau de viande choisi, il est de rigueur de l'accompagner d'un Malbec, un vin très populaire en Argentine provenant d'un cépage français. Et pour le dessert, impossible de passer à côté du dulce de leche, cette délicieuse crème de lait omniprésente dans tout le pays. Dans cette ville qui ne dort jamais, la soirée ne fait que commencer. Sur l'avenue Cordoba, entre les quartiers de Chacarita et Colegiales, à quelques centaines de mètres de Palermo Hollywood, Nancy enseigne les rudiments du tango tant aux porteños qu'aux touristes curieux. De côté, en avant, je reviens en arrière avec le même pied. En avant et en arrière, de côté, et voilà. Mais le secret du tango se situe ailleurs. En premier, on va essayer l'embrassade et ensuite on verra pour le pas. Oh, comme tu m'as manqué. Il y avait si longtemps. Parfait. Vous voulez essayer, vous deux, messieurs? Courage. Une embrassade bien forte, de qualité latine, je dirais. Étudions ce qui se passe avec la ligne verticale des jambes et la diagonale du torse. On essaye une fois encore, comme ça, vous le sentez? Comme un namasté.
L'idée, c'est de voyager en maintenant le contact du pied sur le sol, tout en anticipant légèrement le pas. On essaye ensemble, Ernesto? Évitons de lever et taper le pied sur le sol. Je ne vais pas demander à mon partenaire de reculer avec le bras parce que je serai en dehors de ma danse. Les inventeurs du tango sont bien les porteños et ils sont réputés pour la qualité de leur embrassade, l'abrazo. Savoir se connecter avec l'autre dans tous les sens du terme et ne plus s'en détacher. 3 leçons suffisent pour se lancer au Club Canning, le rendez-vous des visiteurs du monde entier qui se retrouvent autour de leur amour pour le tango. Omar, organisateur incontournable depuis plus de 30 ans des Milongas Porteñas, nous raconte sa passion. La meilleure époque pour venir danser à Buenos Aires, c'est toute l'année. Tu arrives là et tu vois ça, c'est comme découvrir un feu de camp au milieu de la montagne avec un groupe de personnes. C'est la magie de se réunir avec les autres autour de quelque chose. Ici, c'est le règne de l'improvisation et de l'embrassade. S'il y a quelque chose qui te transforme, c'est bien l'embrassade. Si on veut décrire tout ce qui se passe pendant une embrassade, les mots ne suffisent pas. Si je veux inviter une femme à danser, je la regarde jusqu'à ce qu'elle me regarde. Et quand elle me regarde, je l'invite à danser, n'est-ce pas? Regarde, là, je l'invite. On appelle cela cabecero. Parce que c'est un dialogue. On dit que l'homme dirige, mais c'est très relatif. C'est un dialogue comme un jeu d'échecs. Et de ce dialogue sortirait le vainqueur de la bataille. Dans notre cas, il n'y a pas de vainqueur, mais la possibilité de dialoguer, de créer. Le tango est une rencontre où l'alchimie opère seulement si les âmes se connectent. Alors, le rythme de chacun se synchronise et un dialogue s'établit entre les pas qui se suivent, les corps qui pivotent sur la piste, où les couples se déplacent toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'engage pour 4 danses. Donc tu sais que si tu ne te sens pas à l'aise avec ta partenaire, après la 4e danse, il y a comme une sorte de rideau musical qui naturellement va renouveler la piste. Buenos Aires a la réputation de posséder le plus de théâtre au monde. L'avenue Corrientes ne cesse d'enchaîner les spectacles pour tous les goûts et vous emmène jusqu'au petit matin sans même que vous vous en rendiez compte. Pour récupérer de la frénésie nocturne, quoi de mieux qu'un bain de verdure? Le quartier de Palermo propose le plus grand parc de la ville avec 40 hectares d'espace vert soigneusement dessinés au XIXe siècle par le paysagiste français Charles Day. Il est le concepteur de la plupart des parcs que compte le pays et son talent s'exprime dans ses écrins de nature généreuse et florissants, quelle que soit la saison. Si Buenos Aires est connu pour posséder le plus grand nombre de psychanalystes par habitant au monde, ce parc reste la meilleure thérapie qui soit pour ses citadins.
chaque écrin qui se respecte. Il possède son diamant, le jardin japonais. Cette bouffée de nature se termine alors dans le saint des saints du zen. Les restaurants du jardin proposent des sushis et on peut même repartir avec une plante exotique. Au cours de cette balade, il y a une chose qui ne peut échapper à un observateur. Les Argentins passent leur temps à boire au travers d'une paille de fer plongée dans un récipient rempli d'herbes. En fait, bien plus qu'une boisson, il s'agit d'un véritable rituel. Alors quoi de mieux qu'un groupe d'amis porteños pour découvrir les codes du fameux maté argentin? C'est le symbole des rencontres entre Argentins. S'il y a un maté, il y a au moins 2 personnes. Le maté ne se pratique pas tout seul, il signifie toujours compagnie. Quand on revient du boulot, on s'en prépare un et on se détend. C'est ce qu'offre le maté. Ici, j'ai un maté avec sa bombicha. Regarde, tu vois ici, tu as différents designs artisanaux pour filtrer l'herbe. L'eau doit être chauffée à 80 degrés. Elle ne doit pas avoir bouilli, sinon l'herbe s'oxygène. Ça la brûle et le goût change. Et il faut tout refaire. Il y a des personnes qui posent la main sur le thermos et comptent jusqu'à 10. S'il ne se brûle pas, c'est que l'eau est à la bonne température. On verse aux 3/4, on bouche avec la main et on renverse avec un petit mouvement pour faire remonter la poudre vers le haut, sinon ça donne un goût amer. Ensuite, on remet à l'endroit et l'herbe reste avec une pente à 45 degrés. Maintenant, c'est le moment de verser doucement l'eau à côté et non sur l'herbe. Tu vois comme elle remonte? C'est parce que l'eau passe en dessous et là, tu laisses reposer quelques secondes. On installe la bombicha, prêt à consommer. Santé. On fait comme ça. J'en prends un, je verse et je passe à la personne suivante. Celui qui boit ne peut pas toucher la bombicha ou répartir l'herbe. C'est du domaine exclusif du serveur. Et c'est quoi le mythe du bruit qu'on doit faire à la fin? Moi, j'adore faire le bruit. Ça indique que c'est terminé. Tu dois faire le bruit à la fin pour ne pas laisser tes restes à l'autre. Tu dois terminer avec... Dire merci, c'est pas bien. Tu bois. Et si tu veux continuer, tu ne dis rien. Simplement, tu reçois le maté de celui qui te l'offre. Et quand tu n'en veux plus, alors tu dis merci au serveur en le rendant. Et le serveur va comprendre le message et ne te le passera plus. Le maté se rend toujours au serveur. Si je me trompe, par exemple, et que je le rends à José, il doit embrasser le maté et le donner justement parce qu'il s'est trompé. Non, ça c'est n'importe quoi. L'amitié en Argentine passe avant quoi que ce soit. C'est littéralement la première et plus grande richesse du pays, mis à part peut-être les enfants. Abasto est justement le quartier d'enfance du célèbre chanteur de tango Carlos Gardel, où se trouve l'ancien marché central de la ville, reconverti en plus grand centre commercial de Buenos Aires. Il propose une multitude d'enseignes exclusivement argentines et donc très singulières, puisqu'elles sont protégées par la quasi-totale interdiction d'importer des produits concurrents venant de l'extérieur du pays. Mais la particularité de ce centre réside dans son espace dédié au divertissement, ce qui en fait un paradis pour les enfants. En Argentine, l'enfant est roi. À tel point qu'à la caisse des supermarchés, c'est un coupe-fil imparable. Ce sont les agents de sécurité qui viendront eux-mêmes vous inviter à sortir de la queue et vous demander de bien vouloir passer avant tout le monde. La gestion des files d'attente est très contrôlée. Ainsi, en cas de congestion au péage d'une autoroute, les barrières ne tarderont pas à s'ouvrir pour laisser passer les voitures gratuitement. Les entreprises de gestion se considérant responsables des embouteillages qu'elles pourraient causer par leur manque d'efficacité.
L'histoire du quartier de Recoleta remonte au XVIe siècle. Il fut vendu à un Français contre un costume. Ironie du sort, puisque c'est désormais le quartier le plus prestigieux de la ville. Il tient son nom des franciscains du couvent Récollet, qui édifièrent l'église Notre-Dame de Pilar en 1718. C'est le point le plus élevé et de fait le plus ventilé de la ville. C'est pourquoi les plus riches choisirent de s'installer ici dès le 19e siècle, notamment pour échapper à la fièvre jaune. La Plaza Francia et son marché est un endroit réputé pour le promeneur qui souhaite faire une pause au soleil ou écouter des artistes qui répètent avant de se produire en ville. When he came into the world, the doctor spanked him, the black baby cried. When he came into the Le cimetière de Recoleta est un passage obligé où la beauté des ornements s'associe à la richesse des histoires qu'il raconte. Eva Perón est enterrée ici, aux côtés des plus illustres personnages qui ont fait l'histoire de l'Argentine. Ce labyrinthe réserve tant de surprises que l'on s'y attarde volontiers. La gamme de gris subtil qui entoure l'église de Nuestra Señor del Pilar fait exploser les couleurs de son intérieur. Les dorures, les rouges et les bleus donnent l'impression de contempler un trésor de pirate du XVIIIe siècle. La Floralis generica, qui s'ouvre et se ferme au gré du soleil, a su s'imposer plutôt dans un registre moderne, mais non moins impressionnant. Elle trône au milieu de la place des États-Unis. Parmi les attraits de Buenos Aires, il en est un qui mérite de s'éloigner un peu de la capitale. À une demi-heure à peine du centre, Hurlingham, fief des Anglais au début du XXe siècle, a vu naître ce en quoi l'Argentine est depuis près d'un siècle imbattable. Un sport où elle est même interdite de championnat du monde du fait de son incontestable supériorité. Un sport qui est si inaccessible qu'on l'appelle le sport des rois. Le polo en Argentine est une marque déposée. C'est comme le Malbec, comme la viande, le tango. Si quelqu'un vient en Argentine durant le mois de novembre ou décembre, il ne peut pas ne pas aller au polo. C'est basiquement 4 joueurs contre 4, sur des chevaux qui vont à 70 km/h. Le joueur tape une balle de la taille d'une boule de billard qui vole à 150 km/h. Il monte un animal qui pèse une demi-tonne. C'est dire si c'est un sport extrêmement dangereux. Au final, c'est comme une bataille. Un terrain de polo, c'est grand comme 6 terrains de football.
Chaque joueur amène entre 8 et 10 chevaux. Pour 8 joueurs, ça fait donc 80 chevaux par partie. Todo el equipamiento que uno usa para jugar al polo tiene que ver con la protección. Como ya te dije, por supuesto. Tout l'équipement est conçu pour protéger le joueur. Les bottes pour monter à cheval et protéger les genoux, les gants pour les mains, les coudières, un casque pour la tête et des lunettes pour les yeux. La cabeza con casco y los ojos con anteojos. On peut se blesser à force de batailler contre ses adversaires. Y batallar contra los otros jugadores. Et si c'est ici que les meilleurs joueurs de polo de la planète s'entraînent, c'est justement en face du club Hurlingham que se trouve le meilleur bottier. Quand le sultan de Brunei ou d'autres personnalités viennent à Buenos Aires, il ne manque pas de visiter ce petit atelier familial au savoir-faire unique. En 1999, le prince Charles est venu jouer à Hurlingham. Le seul endroit qu'il a voulu visiter, c'est le club, parce que son père était venu jouer 30 ans auparavant. Et l'atelier de Fagliano, parce que son papa possédait des bottes Fagliano. Tommy Lee Jones est venu, et Will Smith. Ici, c'est le roi d'Espagne. Ça, c'est la cambrure, qui donne la forme de la jambe. Quand tu vas jouer au polo et que tu termines, tu la remets à l'endroit. C'est pour la protéger. Tout est question de protection et les bottes font partie de ça aussi. Notre arrière-grand-père est venu du nord de l'Italie embarquant au port de Gênes en 1884. Avec la création du club Hurlingham, ils lui ont apporté des bottes à réparer. Avec tous les Anglais présents au club, il a étudié le moyen de faire des bottes de polo en plus de faire des chaussures. Miraron la posibilidad de hacer una bota de polo también. Y bueno, allí fue cuando comenzó también este tema de introducir, aparte de lo que ellos hacían de calzado, las botas de polo. Justamente este año cumplimos 125 años y tanto mi papá que nació en la Cette casa année, de on a Candado, fêté nos 125 ans avec mon père, qui est né dans la maison d'à côté. Mantener a lo largo de todo este tiempo. C'est un atelier familial artisanal qu'on est fier d'avoir préservé pendant 5 générations. Depuis tout enfant, on apprend petit à petit chaque étape de la profession. À une demi-heure du centre de Buenos Aires se cache un coin de nature peu connu des touristes, mais qui mérite le détour. La commune du Tigre est composée d'un agglomérat de petites îles formées par les sédiments du delta du fleuve Paraná et qui s'étend sur plus de 14 000 km². Le premier des bâtiments remarquables n'est autre que l'ancien casino qui a été transformé en musée d'art moderne. Il fut le premier et plus illustre établissement de jeux de Buenos Aires. La communauté anglaise occupe une position maîtresse à la sortie de la gare fluviale avec son fameux Rowing Club pour les amoureux de la pêche et du kayak. Le Tigre est très prisé des porteños qui adorent faire une escapade le week-end dans ces îles et se déconnecter du rythme effréné de la capitale. C'est ici que se trouve le plus grand parc d'attractions du pays. Et quand les habitants souhaitent rentrer chez eux,
ils doivent sortir du garage, non pas la voiture, mais le bateau. Les véritables et courageux insulaires qui ont décidé de s'installer dans ce lieu totalement isolé de la ville et pourtant si proche, doivent vivre sans eau courante, ni électricité, ni téléphone. Pourtant, ils sont désormais plus de 30 000. La visite des maisons, tout en bois et bien sûr montée sur pilotis, est mémorable. Ici, il règne une paix absolue. Il n'est pas rare de découvrir un restaurant ou un petit hôtel au milieu d'un bras de rivière. Il y a peu encore, le Tigre fut le repère des pirates et contrebandiers. Dans le principal bras de rivière baptisé du nom du second président d'Argentine, Sarmiento, la maison du défunt a été transformée en musée et conservée sous une cage de verre. Généralement, les maisons qui se construisent respectent cette référence. Impossible de quitter le pays sans avoir pris contact avec les fameux gauchos argentins. San Antonio de Areco, à 1 heure de la capitale, est depuis toujours lié à la défense et la préservation de la culture gaucho. Ce village de 20 000 habitants propose quasiment toutes les semaines un événement lié à la tradition. Le cheval, premier ami du gaucho, est bien sûr en vedette. Les défilés font rapidement le plein. Parmi les symboles, on trouve le poncho, qui s'utilise de jour mais aussi de nuit pour dormir à ciel ouvert. Le sombrero, avec le foulard rouge pour se protéger du froid comme du soleil. Les bottes en cuir sur un pantalon à la coupe unique, bien aéré, dit bombacha. Le facon, un grand couteau glissé dans le dos derrière la ceinture. Il sert aussi à couper la viande pendant la salade. Enfin, le gaucho a un visage buriné par la vie et par le vent que la pampa laisse glisser depuis les terres du sud. Un grand air qui offre à ses cow-boys de quoi profiter longuement de leurs arrière-petits-enfants afin que la tradition jamais ne se perde dans le temps. Le temps de la fête vient avec l'assado. Le chamamé, comme le nomme la tradition, est un ballet incessant entre morceaux de musique et morceaux de viande.
Esto va a estar claro y vamos a seguir bailando el ritmo de cumbia y lo vamos a hacer. Qué lindo, ¿eh? Mira qué día padre festejamos hoy. Vamos a seguir bailando. ¿Qué? Chiflete mientras cantar, hermano. Tout le monde s'est mis sur son 31 pour aller danser et manger de la bonne viande grillée. À moins d'1 heure de la capitale, la nature règne en maître. Ce décor de campagne profonde est fidèle aux images que l'Argentine a toujours inspirées. On y perd la notion de temps pour se laisser captiver par les moindres détails de la culture gaucho. Le cœur du village de San Antonio de Areco a su garder les façades typiques que l'on retrouve à Buenos Aires, comme dans le reste du pays. Les fameuses pulperias ont l'allure d'un musée, alors qu'elles ne font que conserver ce qui a toujours été. Prendre un simple café se transforme en un véritable spectacle. Mais une visite s'impose à la boutique-atelier de Patricio Draghi, un orfèvre reconnu dans tout le pays. Il sculpte et modèle des bijoux, des couteaux et de multiples objets décoratifs, toujours dans le respect de la tradition gaucho. À San Antonio de Areco, chaque élève qui termine ses études se voit remettre un varicero, c'est-à-dire un petit couteau gaucho avec son nom gravé dessus. Ça, c'est le couteau qu'on offre aux étudiants de San Antonio de Areco. Ici, le logo du collège, le manche en ébène et le reste en argent. L'Estancia Las Lilas, qui élève ses propres vaches pour son restaurant de Puerto Madero, propose aussi son musée assorti d'une boutique gaucho. Sa collection de sulky d'époque côtoie les œuvres de l'artiste local Florencio Molina Campo, découvert par Walt Disney, qui a été intrigué par le graphisme singulier qu'il employait pour documenter avec humour les gauchos. Un peu plus loin, l'Estancia El Ombu fait partie des rares lieux où il est permis de vivre une journée au rythme des gauchos. La balade à cheval ou à sulky est inévitable, l'assado de rigueur et le tout suivi d'une invitation à la danse traditionnelle. Manger, chanter, danser et prendre le temps de rencontrer des voyageurs du monde entier, c'est le cadeau que font les gauchos. Ils ont développé l'art de s'évader du quotidien pour profiter du moment présent. Point culminant de la journée, une démonstration de doma natural, ou comment le gaucho a su évoluer avec son temps et son environnement. Cette technique permet de dresser le cheval sans forme d'autorité et encore moins de violence. En 4 mois de caresses, murmures et connexions, la magie s'opère et la symbiose est parfaite.
Cette connaissance vient des Indiens qui s'en servaient notamment pour simuler la mort du cheval et sauver ainsi sa vie et celle de son cavalier. Ce type de domptage se pratique également en milieu aquatique et l'Argentine est devenue une référence en la matière. Les estancias des alentours de Buenos Aires, qu'elles soient inspirées des communautés anglaises, françaises ou de style colonial espagnol, offrent une multitude de propositions champêtres qui complètent parfaitement une visite de la ville. Notamment dans la région de Luján, connue pour sa cathédrale monumentale construite par l'architecte Louis XVII, lequel, selon la légende argentine, ne serait autre que le fils de Marie-Antoinette et Louis XVI, sauvé de la mort par Napoléon et dont la disparition n'a jamais cessé de défrayer la chronique. Pierre Benoit, rebaptisé Pedro Benoit, est également l'auteur de la cathédrale de Buenos Aires et de la cathédrale de la capitale de la province de Buenos Aires, La Plata. L'estancia La Candelaria est un bel exemple du genre situé un peu partout autour de Buenos Aires. Dans le cas de la Candelaria, le couple Fraga a choisi un style Renaissance français, comme dans les châteaux de la vallée de la Loire. Les estancias furent en réalité le principal moteur de l'économie et le point de départ de ce que fut l'Argentine après la guerre d'indépendance. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'a commencé la conquête du reste du pays. Depuis la moitié de la province de Buenos Aires jusqu'au sud, il n'y avait que des aborigènes. C'était la terre des Indiens. Étape par étape, les estancias ont occupé d'immenses espaces et ont contribué à l'avancement de la modernité. Ces centres de production commerciale ont été la raison de vivre pour toute une population. Como es la estancia, dieron muchas veces origen o la razón de ser de ciertas poblaciones. Un peu plus loin, cette fois dans la plus pure tradition anglaise, la Villa Maria est aussi un modèle du genre. Ces estancias sont représentatives des diversités et des richesses qui nourrissent les légendes de Buenos Aires. La ville détient un capital historique qui fait la fierté d'un peuple issu en grande majorité du vieux continent. À l'instar de New York, un creuset unique d'immigrants européens a donné naissance à l'une des grandes métropoles d'Amérique. Lointaine cousine de l'Europe, Buenos Aires aura su garder les trésors de famille, aussi bien humains qu'historiques. Gardienne de la culture latine qui mérite aujourd'hui son titre d'impératrice d'Amérique du Sud.